Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Bonjour, alors aujourd'hui dans cette chronique numérique, on va revenir sur un sujet qui inonde la toile depuis quelques semaines, l'article 13. En effet, depuis un moment déjà, on peut voir des dizaines et des dizaines d'articles et de posts Twitter voulant nous expliquer ce que signifie ce texte européen, certains n'hésitant pas à proclamer la fin d'Internet. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut entendre tout et son contraire sur le sujet. C'est pourquoi j'ai voulu contacter une professionnelle du domaine pour qu'on puisse enfin comprendre ce qu'est l'article 13. Alexandra Bensamoun est professeure de droit privé à l'université de Rennes 1, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, du droit numérique et également membre de l'Institut de l'Ouest, Droit et Europe. Elle a pu m'expliquer en détail les tenants et les aboutissants de ce fameux article 13. Pourquoi cette directive européenne? D'abord, bien parce que, vous l'avez tous compris, le droit d'auteur subit et marche un peu au rythme de l'évolution des technologies et qu'il était nécessaire donc de revoir un petit peu le droit d'auteur, qui est un droit harmonisé donc au niveau européen, de le revoir à l'aune des nouvelles exploitations numériques. Cet article 13, il a suscité énormément de conflits, de lobbying, sans doute de tous les côtés. Sur Internet, la mise en œuvre du droit d'auteur est paralysée par une autre directive qui est la directive e-commerce, qui est une directive qui date de 2000 et qui est une directive qui a créé une responsabilité limitée pour les intermédiaires techniques de l'Internet. Il faut comprendre qu'on est fin des années 90 quand on négocie cette directive et qu'il est nécessaire de faire éclore la bulle Internet. À l'époque, on n'a pas tous Internet à la maison, etc. Donc c'est vraiment nécessaire. Donc c'est une directive qui était essentielle pour permettre à l'Internet de se développer. Et comment on fait en droit lorsqu'on veut qu'une activité se développe? Eh bien, on déresponsabilise les acteurs. Voilà, ça leur permet de se développer sans contrainte juridique. Ce régime de responsabilité limitée consiste à ne pouvoir engager la responsabilité des hébergeurs sur Internet que après une notification. Les ayants droit doivent donc notifier un contenu illicite. L'hébergeur doit retirer ce contenu dans un bref délai. Voilà, c'est tout ce qu'il doit faire et vous imaginez bien que dans les secondes, les minutes ou les jours qui suivent, le contenu réapparaît. Ce qui aujourd'hui est relativement inefficace évidemment, en tout cas pour protéger le droit d'auteur. Donc l'idée de cette directive, c'était de remettre les acteurs de l'Internet qui désormais se sont parfaitement développés, il me semble, de les remettre dans le champ d'application du droit commun, tout simplement. C'est-à-dire comme n'importe quel autre acteur, comme Deezer, comme Spotify, comme tous les autres acteurs, de les remettre dans le champ de l'opposabilité du droit d'auteur. Donc l'article 13 permettra que le droit d'auteur s'applique à ces plateformes qui hébergent des contenus protégés, donc qui hébergent des œuvres de l'esprit. Donc c'est un article qui cherche à concilier, si vous voulez, le droit d'auteur avec une directive qui date de 2000 et qui crée une bulle de responsabilité limitée. Nous avons maintenant une base claire. Après avoir laissé les nouveaux acteurs d'Internet se développer au début des années 2000, il est maintenant temps de les responsabiliser vis-à-vis du droit d'auteur. Mais si l'article 13 doit cadrer les plateformes du web, quelles vont être les conséquences pour nous, utilisateurs ? Ce qui va changer, c'est que du coup, le droit d'auteur va être opposable aux plateformes du UC, c'est-à-dire les plateformes User Uploaded Content. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un internaute upload sur une plateforme des œuvres de l'esprit, et là, ce sera opposable à la plateforme. C'est-à-dire qu'on va considérer que les plateformes doivent passer des contrats de licence avec les ayants droit. En fait, les plateformes vont devoir rémunérer l'utilisation des œuvres. Il faut comprendre que l'objectif, c'est pas les utilisateurs, c'est pas les consommateurs. L'objectif, c'est les plateformes. Donc, ces plateformes vont devoir passer des accords de licence avec les ayants droit, en particulier avec les sociétés de gestion, comme le font par exemple aujourd'hui les radios.
ces intermédiaires vont passer des contrats de licence, ce qui va permettre quelque chose d'assez exceptionnel quand même, c'est que ça va justement liciter le comportement des consommateurs. C'est-à-dire que le fait que, ça on oublie de le souligner, en particulier dans les campagnes de désinformation, c'est très très important. C'est-à-dire que l'utilisateur, grâce au contrat qui sera passé par la plateforme, ne pourra jamais être inquiété. Demain, s'il y a des accords, en effet, les actes des internautes uploaders vont être licités grâce à ces accords. D'après un article du Monde datant du 12 septembre dernier, j'ai que la dernière version du texte précise qu'un blocage automatique des contenus doit être évité. Donc si j'ai bien compris, si les plateformes ne veulent pas payer ces accords, elles devront filtrer. C'est ça? Elles devront filtrer les contenus? C'est ça, mais c'est ce qu'elles font déjà aujourd'hui. Oui, je pense notamment à Content ID de voilà. YouTube. Exactement. C'est déjà ce qui se fait aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, ça se fait sans aucune transparence. Demain, il faudra impérativement être transparent et il y aura également des mesures de recours rapides pour les utilisateurs qui considéreraient que le blocage n'est pas justifié. Ce que veut dire cette phrase, c'est qu'il ne faut pas un blocage généralisé. Contrairement à ce qu'on croit, il ne s'agit pas de bloquer tous les contenus sur Internet. D'abord, il s'agit de bloquer que les contenus, de surveiller et de monétiser pour la plupart du temps, en réalité, les contenus qui sont protégés par le droit d'auteur. Donc ceux qui disent, par exemple, vous ne pourrez même plus mettre une canette de Coca-Cola, c'est faux. C'est faux, je vois pas comment ça pourrait arriver. Ouais. On est sur le terrain du droit d'auteur, on n'est pas autre part. Par ailleurs, c'est pas tous les contenus qu'on va bloquer, on va pas surveiller l'internet, c'est impossible de faire ça. Il s'agira seulement de réguler les contenus qui auront été signalés par les ayants droit. En fait, c'est ça, le cœur du problème, c'est que désormais, la négociation dans la monétisation va être un petit peu différente, puisque dans la mesure où les plateformes vont retomber dans le champ du droit commun, elles vont devoir vraiment négocier des accords, comme vous les négociez vous-même avec les ayants droit. Cet article pourrait donc liciter la création des utilisateurs. Ce seront alors aux plateformes de convenir des accords avec les ayants droit. Pour finir, nous allons aborder la question de la mobilisation contre cet article. Entre communication massive d'acteurs privés et pétitions en ligne, s'il est question d'une juste rémunération des auteurs, pourquoi une telle mobilisation ? Déjà, il faut savoir qu'il y a eu une énorme mobilisation bien avant. C'est pas du tout nouveau. La mobilisation, à en croire ce que disent les députés européens, il n'y a jamais eu une telle mobilisation d'acteurs privés pour le vote d'un texte. Donc c'est tout à fait inédit. Il faut comprendre quand même une chose, c'est qu'on est en train de voter un texte européen, donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Par ailleurs, pourquoi cette mobilisation ? Parce qu'on est en ce moment en ce qu'on appelle en phase de trilogue. C'est-à-dire qu'il y a eu une proposition de la Commission européenne. Le Conseil a arrêté sa position et le Parlement également a arrêté sa position. Aujourd'hui, les trois institutions, les trois autorités cherchent à arrêter une position commune, une position de compromis. Et du coup, vous comprenez bien que les frontières peuvent un petit peu bouger et surtout, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence absolue parce qu'il faudrait que ce texte passe d'ici, en tout cas, il faudrait que la position commune soit arrêtée d'ici fin décembre, début janvier maximum, parce qu'ensuite, vous savez qu'on a des élections au niveau européen, et que pour que le texte soit adopté, il faut que d'abord il soit traduit. Donc on a un délai incompressible qui est lié à la procédure, et ce qui fait qu'on est dans l'urgence absolue. Plus il y a d'agitation autour de ce texte, moins il y a de sérénité pour adopter une position commune. Alors je sais que YouTube a beaucoup mobilisé, notamment ces youtubeurs. J'ai même des étudiants qui sont eux-mêmes youtubeurs et qui sont venus me montrer les mails qu'ils ont reçus. Ils reçoivent des mails, on leur explique pourquoi, comment. J'ai déchiffré avec eux. Ce qu'il faut aussi que les youtubeurs comprennent, c'est qu'ils sont eux-mêmes des créateurs
et que si la création est rémunérée, ils en bénéficieront. On repense à la mobilisation des acteurs privés. S'il y a une telle mobilisation, est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de payer ? Alors, si vous voulez, moi, il me semble quand même qu'un des arguments majeurs, c'est l'obligation de passer des licences, donc l'obligation de rémunérer la création. Parce que là, il va y avoir une relation contractuelle plus équilibrée, si vous voulez. Quand vous êtes obligé de payer, de passer un contrat, il faut négocier. Voilà, il va falloir... ils vont passer quand même, ces acteurs, d'un statut... d'irresponsabilité et de non-paiement à un statut, comme vous, comme les radios, qui fait que, évidemment, oui, il y a un enjeu financier évident. À ces revendications se sont joints d'autres acteurs qui, là, ont complètement... une autre volonté qui est la volonté de préserver la liberté d'expression sur Internet. YouTube ou des acteurs du numérique utilisent également cet argument, mais c'est un argument en réalité qui vient plutôt des acteurs de l'Internet libre, voyez, de l'Internet, voilà. Alors, il faudra en effet, et là, il faudra tous qu'on soit vigilants, il faudra bien que l'équilibre soit réalisé entre l'application du droit d'auteur et la liberté d'expression des utilisateurs, la liberté d'expression qui nous bénéficie à tous. Moi, je me place aussi dans cette partie, dans ce groupe qui prône également la liberté d'expression. Il me semble que c'est un droit fondamental et on ne peut pas rogner sur ce droit. En revanche, ce qu'on est obligé, c'est de réaliser un équilibre entre les droits fondamentaux. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur l'article 13. Comme a pu me l'expliquer le professeur Alexandra Ben-Samoun, nous sommes aujourd'hui en phase de trilogue et les députés européens doivent se mettre d'accord sur la version définitive du texte. Dans une prochaine chronique de l'actualité numérique, nous reviendrons sur la décision finale du Parlement européen. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt sur Syllab. Internet, c'est de la connerie.